Et vous êtes venu juste au juste milieu. Je crois on est passé en live. Je vous remercie vraiment. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité. On va parler de la violence conjugale et intrafamiliale. Et vous voyez, le plateau, il est plein. Et BAI, c'est ça, c'est aller à la rencontre de l'information pour le bien-être des immigrants. Et c'est pour ça que nous sommes là toutes les quinzaines pour vous informer, pour vous former et pour apporter vraiment le sel qu'il faut pour la vie de tout un chacun. Et moi, je suis Martial Essoun et je suis chargée à l'accueil et à l'intégration avec Bienvenue à l'immigrant. Et Bienvenue à l'immigrant, c'est un organisme qui a été créé en 2017 à La Salle par Madame Henriette Ouvondo. C'est un organisme qui est destiné à accueillir et venir en aide aux immigrants, quel que soit leur pays d'origine. Et c'est donner vraiment à tous les immigrants l'opportunité de se connaître, de faire connaître leurs talents, de faire connaître leur culture et également de faciliter l'intégration de dans ce nouvel environnement qui est le Canada. Donc, vous comprenez avec moi que c'est pour combattre les préjugés et faire vraiment de la différence de chacun, les forces et les opportunités que BAI a été créé. Donc, ici, nous avons sur le plateau aujourd'hui Madame Lise Zara de l'arrondissement de La Salle. Nous avons la SPVM avec nous, Madame Rachel Desmarais. Nous avons Madame Joanne de la maison d'hébergement. Nous avons Sylvie Guépi de l'organisme BAI. Et nous avons deux jeunes avec nous. Il s'agit de Diana. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer. Bon, OK. Il s'agit de Diana de la jeunesse BAI et puis de Steve de la jeunesse BAI. D'entrée de jeu, je vais demander quand même, on va faire un tour de table pour permettre à chacun de se présenter vraiment pour que le public sache à qui nous avons affaire. Et on va recevoir notre nouvelle. Ah, est-ce que c'est la même personne? Je voyais un Sarah rentrer. Oui, je suis là, je suis là. OK, vous pouvez mettre votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Ça nous permet de vous identifier à l'écran. Hey, super! J'avais un petit problème technique. OK, c'est pas grave, on va gérer ça. Vous êtes dans le temps, donc notre discussion, ça va commencer. On va faire d'abord un premier tour de table pour que chacun se présente et nous parle un peu de son rapport avec la violence conjugale. Et après, on va laisser la parole à Madame Rachel Desmarais pour nous situer dans ce contexte-là de violence conjugale. On va poser les questions. Et si également, à l'autre bout, vous avez des questions, posez-les dans le chat du live. On va essayer de les remonter au niveau du Zoom pour répondre un peu. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, n'hésitez pas, la page BAI, c'est pour tout le monde. Les questions seront remontées, les solutions, les informations de réponse seront apportées et ça va faire vraiment le bonheur de tout le monde. Alors, bienvenue, messieurs et mesdames. On commence par qui? Je commence par ma droite. Ma droite, je vois dans l'ordre, hein, je vois d'abord Sylvie Guépi. Allô, Sylvie? Oui, allô, Martial. Merci. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être à cette rencontre pour vraiment parler d'un sujet très intéressant et qui mine la planète. Je vais dire la planète, c'est pas seulement ici au Québec. Donc, moi, je suis Sylvie Guépi, la chargée d'activité des activités à l'organisme Bienvenue à l'immigrant. Je suis aussi membre du CA de la nouvelle, c'est un organisme de la maison d'hébergement qu'on est en train de mettre sur pied, toujours pour lutter contre la violence faite aux femmes et pour les héberger, pour les venir en aide,
Donc, c'est ça. Moi, ce que je sers sur la violence conjugale, c'est un Oui, on va sujet... parler un peu de ça après, mais on va Ah, passer ok, d'abord l'étape de d'accord, présentation. Oui, d'accord, merci. merci. Steve? Allô, Steve? Allô, bonjour. Oui. Je m'appelle Steve. Je suis fils de Madame Henriette. Et ouais, pourquoi je suis ici pour le sujet? Parce que c'est juste vraiment intéressant. Puis je voulais, un, prendre les informations, puis deux, avoir l'opportunité de poser quelques questions. Excellent. Monsieur Steve, est-ce que tu es avec BAI? Oui, je suis membre de la jeunesse BAI, ouais. OK, super. C'est pour vous dire que BAI a une jeunesse qui a vraiment une organisation. Ils ont leur façon de penser, de travailler et ils reçoivent également l'appui de BAI dans ce sens-là. Madame Joanne. Alors, bon matin à tous. Joanne Richards, je suis présidente du CA de la nouvelle maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain, qui est en processus de devenir maison à la salle que nous n'avons pas encore. Alors, je crois que c'est un bien qui sera bien apprécié. Et puis oui, c'est pour poser des questions et pour me renseigner et pour avoir de l'information que je suis ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Excellent. Merci beaucoup. Et Sarah Arcan? Oui, en fait, moi, c'est ça, je suis travailleuse de rue à la salle. Donc, je travaille avec une clientèle marginalisée, vulnérable, itinérance. Je m'occupe de beaucoup de projets dans l'arrondissement aussi. Puis le rapport à la violence conjugale, en fait, j'ai quand même beaucoup d'informations avec les démarches à faire auprès de la CAVAC, autant avec l'IVAC aussi. Je suis quand même bien informée là-dessus si je rencontre une victime, puis justement, elle veut dénoncer, puis faire un suivi auprès des services auxquels elle a le droit suite à justement de la violence conjugale, criminelle ou quoi que ce soit, mais je suis ici aussi pour en apprendre davantage. Merci beaucoup, Sarah. On va... Voilà, c'est qui? Madame Lise? Non, avant Madame Lise, c'est Rachel. Madame Rachel Desmarais? Oui, j'ai un petit problème. Attendez une petite seconde. Je ne sais pas si Mme Zarak peut y aller. Qui vous a absorbé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je vais laisser Mme Zarak. Je vais régler mon petit problème technique si ça ne vous dérange pas. D'accord. Alors, bonjour. Je suis Lise Zarak, conseillère de l'arrondissement La Salle, aussi membre fondatrice du projet de la maison d'hébergement Marie-Claire Kirkland-Casgrain, qui nous tient à cœur. Puis nous sommes très interpellés à La Salle, ayant subi le 8e fémicide, 8 fémicides en 8 semaines. Là, il faut vraiment arriver à des actions positives pour tenter de régler ce problème. Alors, je suis ici aujourd'hui heureuse d'écouter Mme Desmarais. Excellent. Et puis, bienvenue. On a beaucoup à apprendre de ce que l'arrondissement a par rapport aux violences. OK. Bon, là, Mme Rachel est revenue. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Rachel Desmarais. Je suis agent socio-communautaire ici au poste 13 à La Salle. Ça fait presque 7 ans que j'ai cette fonction-là au poste 13. Puis, ça fait presque 23 ans que je suis policière. Puis, je suis aussi responsable des dossiers de violence conjugale intrafamiliale pour le poste ici à La Salle. OK. Merci beaucoup. Dana, est-ce que la dernière? Tu peux te démuter? Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Daina Donchi et je suis membre de la jeunesse de l'organisme Bienvenue à l'immigrant. Et aujourd'hui, je suis ici pour justement apprendre davantage d'informations sur les violences conjugales, les violences aussi qui sont faites aux jeunes et justement pour pouvoir poser mes questions par rapport à ces sujets. Super. Merci beaucoup. Vous voyez, la table ronde, elle est vraiment complète. On a de tout pour vraiment parler de A à Z et de ce sujet-là. D'entrée de jeu, je peux dire que c'est des faits à rapporter. Les violences conjugales, c'est un mythe à déconstruire et également, c'est une complexité à comprendre. Vous voyez déjà la nature et les différentes ressources qui sont présentes. Et puis, c'est des ressources à faire connaître. Si nous allons
rentrer de plein pied dans le sujet, je vais laisser vraiment la parole à Madame Rachel Desmarais de nous dire c'est quoi la violence conjugale et comment on peut reconnaître facilement la violence conjugale. Oui, bon, d'abord, je veux juste... tantôt, on parlait de la violence conjugale chez les jeunes. Donc, je veux juste dire que la violence conjugale, ça s'applique à toutes les tranches d'âge. C'est quand il y a de la violence dans une relation amoureuse. Puis tantôt, j'ai dit intrafamiliale parce que ça peut être aussi dans la famille. Donc, tu sais, les parents versus les enfants versus les parents ou un membre de la famille qui habite à la maison. Mm-hmm. Donc, on intervient à tous les niveaux. Donc, je veux juste peut-être pour débuter dire que par rapport à l'organisme, il n'y a pas juste l'organisme Bienvenue Migrants à qui on a remis ce document. Peut-être que Sarah pourrait aussi passer au PDQ, puis je pourrais te remettre un document. J'ai remis un document physique, mais aussi une clé USB qui explique, qui est un guide d'accompagnement pour les gens qui veulent porter plainte en matière de violence conjugale, qui explique le processus d'une plainte policière, puis le processus à la cour. Puis la clé USB qui vient avec ce document-là, la vidéo est en 16 langues différentes. Il y a même aussi la vidéo en langage des signes. Donc déjà, comme je disais tantôt, on l'a eu juste avant le début de la pandémie, donc j'ai remis aux écoles secondaires à quelques organismes, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde. Donc, ça explique le processus, comment porter plainte. C'est sûr qu'au départ, je pourrais parler de ce sujet-là pendant très, très longtemps, mais je pense que, madame, on va plus parler, on voulait plus que je parle comme reconnaître une victime de violence conjugale. Est-ce que c'est ça exact? Oui, OK. Oui. C'est quoi d'abord cette violence conjugale? Est-ce que tu serais intéressé à avoir un document? OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quoi d'abord la violence conjugale? Beaucoup ne savent pas quand on dit violence. Oui, violence, on sait que violence, c'est ci, violence, c'est ça, mais quand ça devient conjugal, c'est de quoi on veut parler? Oui, c'est quand que l'autre personne dans une relation amoureuse veut avoir le contrôle sur l'autre. Donc, tu sais, on parle pas juste de violence physique, mais on parle aussi de violence psychologique. La personne va se faire dénigrer, va se faire contrôler ses appels, contrôler comment elle s'habille, contrôler ce qu'elle mange. Donc, c'est vraiment ça, mais évidemment aussi, ça peut être physique. Donc, il y a plusieurs types. Puis, nous, on ne fait pas de différence. Donc, une personne qui est contrôlée au niveau psychologique peut très bien venir au poste de police nous expliquer sa situation. Puis, on traite toutes les demandes. Puis, c'est pour ça aussi que, vu qu'on en a beaucoup dans les dernières années, que ça fait déjà plusieurs années qu'on a des agents responsables des violences conjugales et intrafamiliales dans chaque poste de quartier. Je l'ai dit tantôt, c'était moi ici, au poste 13, mais dans chaque poste de quartier, il y a des agents qui sont en charge de ces dossiers-là, dans le sens qu'on se réunit avec la personne responsable de ce dossier-là, qui est un cadre qui nous transmet plein d'informations plusieurs fois par année là, concernant la violence conjugale. On siège aussi sur des tables de violence conjugale. Puis on travaille naturellement en collaboration avec les ressources comme le CLSC, CAVAC qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Pas juste en matière de violence conjugale, mais eux font de l'accompagnement si les gens sont victimes qui veulent avoir de l'aide, parler à des gens, parler à des professionnels, mais ils font aussi l'accompagnement à la cour. Comme par exemple, une victime de violence conjugale, quand elle va se présenter à la cour, elle va automatiquement rencontrer quelqu'un du centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui travaille à la cour, puis qui va l'accompagner dans tout ce processus-là. Donc, c'est ça. Tantôt, j'avais la question comment signaler une violence conjugale. Tu sais, si on habite dans un immeuble à logement, on entend des cris, on entend quelqu'un qui semble en détresse, tout simplement faire le 911. Vous n'êtes pas obligé, ça peut rester anonymement. Jamais on va dire c'est la madame d'en haut, le monsieur d'en haut qui a appelé pour nous dire qu'il y avait du bruit. On va dire il y a quelqu'un qui a appelé pour nous signaler qu'il y avait quelque chose. Nous, à partir du moment où est-ce qu'on a un appel 911, on a le pouvoir d'entrer chez les gens pour voir si tout est à l'ordre. Donc, on n'a pas besoin de mandat pour entrer voir si la personne se porte bien. Donc, c'est ce qu'on va faire automatiquement.
on va prendre des démarches pour s'assurer que tout le monde va bien, puis faire une petite enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement là, dans la maison. Donc, OK. c'est ça. Donc, vraiment, je crois que vous avez fait le tour, mais moi, j'ai une petite question. Est-ce que quand quelqu'un appelle le 911, il y a un délai pour que l'aide lui vienne? Est-ce qu'il y a un délai, un minimum de temps? Ben, il n'y a pas de délai exact, mais c'est-à-dire que les appels 911, de la façon que ça fonctionne, c'est que c'est classé en priorité. Donc, quelqu'un qui appelle dire je pense qu'il y a quelqu'un qui se fait battre ou qui est en détresse à un endroit, ben, ça va être minimalement une priorité 2. Ça marche priorité 1, là, on est vraiment que quelqu'un est en train de se faire violenter, là, ça va être priorité 1. Priorité 2, on va entendre, on va penser qu'il y a quelque chose, donc ça va être priorité 2. Priorité 3, ça va être les appels vraiment moins urgents, là, où est-ce qu'il n'y a pas de vie en danger, où est-ce qu'il n'y a pas de suspect sur les lieux. OK. Donc, je peux puis ensuite de ça, priorité 4, c'est pour c'est moins urgent. D'accord. Donc, je peux résumer que les violences, toute forme de violence qui arrive entre deux personnes qui vivent dans la même maison, qui s'aiment, c'est ça qu'on appelle violence conjugale. Ça peut être psychologique, ça peut être verbal, ça peut être physique. Et c'est souvent le physique qu'on voit. Le verbal, on le sent. Mais violence sexuelle, on peut le sentir. Mais la violence économique, comment on peut signaler une violence économique si ce n'est pas la personne même qui signale ça? Bien, tu sais, la violence économique, ça peut faire partie aussi des personnes qui veulent avoir le contrôle sur leur partenaire. Donc, ça fait un peu partie aussi de la violence psychologique. Comment signaler? Tu sais, j'avais une question que vous m'aviez envoyée, à savoir comment j'aborde la question avec une personne que je pense est victime de violence conjugale. On commence par poser des questions d'ordre général, puis quand ça fait quelques fois qu'on établit un lien de confiance avec cette personne-là, ben, des fois, cette personne-là va nous parler. Mais même nous, en tant que policiers, on est dit souvent que on a comme des fois une opportunité qu'on va avoir, est-ce que la personne va s'ouvrir à nous, puis il faut qu'on la prenne parce qu'une personne, quand elle décide de parler, souvent, ça va être une fois, 2 fois peut-être, parce que des fois, ça prend beaucoup de temps avant de vouloir parler. Fait que c'est vraiment en établissant un lien de confiance avec la personne, puis lui dire qu'on est là pour cette personne-là, qu'on va établir un lien de confiance, puis la personne va être portée à nous parler. Puis, je veux juste ajouter concernant le processus de plainte policière, puis la cour, moi, ce que je vois des fois avec les nouveaux arrivants, c'est que les gens ils ont peur de porter plainte à cause de leur statut. Mais c'est important de savoir que peu importe le statut de la personne ici, que la plainte policière puis le processus judiciaire, c'est une chose, puis l'immigration, c'est une autre chose. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont peur de porter plainte à cause de leur statut ici au Canada. OK, super. Ça, c'est de belles informations parce que c'est quoi qui peut être un frein par rapport... Et bon, je ne sais pas, je vais d'abord laisser la parole à... Allez-y, vous avez tous écouté Madame Rachel. Je vais faire maintenant le tour de table pour permettre à tout le monde d'apporter, avant qu'on ne pose la deuxième question. Madame Joanne, juste à sa gauche, on fait le sens inverse. Désolée, Sylvie. Ma question serait, parlez-moi de la formation policière en général, leurs acquis et leur formation au niveau d'intervenir dans un cas de violence conjugale à prime abord. C'est comment ça fonctionne, c'est quoi leur formation, ce qu'ils sont... parce que je crois, corrigez-moi, si c'est plus qu'une intervention à la même endroit, il y a de l'assistance qui pourrait être demandée par de l'aide sociale, si je ne me trompe pas. Hein? Un intervenant peut vous assister, vous suivre sur les lieux. Racontez-nous comment ça se passe. C'est quoi les détails comme ça? Ben, en fait, les policiers sont formés à l'Institut de police, à l'École nationale de police du Québec, à l'ENPQ, concernant les violences conjugales. Je ne peux pas vous dire l'année exacte, mais il y a quelques années déjà. Il y a une loi provinciale qui a passé ici au Québec. Puis c'est vraiment provincial.
au niveau du Québec pour les violences conjugales. Donc, nous, en tant que policiers, c'est avant, si on avait un appel pour une violence conjugale, puis que la personne violentée ne voulait pas porter plainte, ben, nous, le processus s'arrêtait là. Maintenant, depuis le début des années 2000, si je ne me trompe pas, la loi provinciale nous dit qu'on est obligé d'intervenir, on est obligé de procéder à l'arrestation si on constate qu'il y a eu de la violence. Donc, ça, c'est sûr que tous les policiers, des fois, on dit qu'il y a eu une augmentation. Oui, il y a eu une augmentation, mais il faut juste se rappeler que depuis que cette loi-là est entrée en vigueur, ben, on arrête systématiquement la personne si on pense qu'il y a eu de la violence. Donc, c'est sûr que les policiers, ils ont cette formation-là à l'ENPQ. Ils ont la formation aussi quand ils rentrent au service de police ici à Montréal, ben, on les informe de nos procédures à nous, parce que c'est sûr que les procédures, au niveau de la loi provinciale, c'est la même à travers tout le Québec. Puis certains postes de corps de police ont des procédures, comme tous les corps de métier, là, concernant certaines choses. Donc, sont informés de ça, puis sont informés aussi qu'il y a des agents qui sont des agents ressources pour les violences conjugales et intrafamiliales. Donc, tu sais, la formation au niveau du Québec, puis au niveau de l'ENPQ est vraiment uniforme à tous les policiers là, qui travaillent ici au Québec. Je ne sais pas si ça répond Donc, ce n'est pas une formation spécifique, il n'y a pas des gens spécifiquement formés pour gérer les questions de violence conjugale. Est-ce que c'est une branche à part? Ce n'est pas une branche à part, c'est-à-dire que tous les policiers qui patrouillent, qui répondent aux appels 911 ont la même formation de base à l'ENPQ. Puis ensuite de ça, c'est sûr que comme, par exemple, moi, comme agent violence conjugale intrafamiliale, on a certaines formations, mais on va transmettre les informations aux policiers. On est comme responsable de les reformer, si on veut. Puis, quand que les dossiers se rendent dans les centres d'enquête, il y a des enquêteurs aussi, les sergents détectives, eux, ils ont des formations en violence conjugale intrafamiliale. Puis, à la cour aussi, il y a des procureurs qui sont assignés juste à ces dossiers-là. OK. Merci beaucoup. On va laisser la parole aux autres. Et comme ça, Sarah? Peut-être Sylvie après y aller. Je sais que ça fait longtemps qu'elle a la main. Est-ce que Sylvie, oui, bon, je ne voyais même pas les doigts. Hein. J'ai vu tous les doigts s'afficher comme ça. Donc, je me suis dit, OK, je commence. Bon, Sylvie, vas-y. Ton micro est fermé. Oui, ma question était, j'ai deux questions. Je ne sais pas s'il faut finir avec une avant d'en prendre une. Par rapport à la réponse de Madame Desmarais tantôt, je voulais savoir si le 911, il y a un autre numéro, je l'oublie, je ne sais pas si elle peut nous rappeler, il y a un numéro pour le moment qui est juste lié pour la violence conjugale. Je voulais savoir si Mme Desmarais pourrait nous rappeler ce numéro et puis nous dire si le 911 et ce numéro, si ça fait le même travail ou qu'est-ce qu'on peut privilégier. Donc, si c'est, donc je veux vraiment, parce que des fois, on est mélangé. Si c'est le 911, peut-être qu'ils peuvent arriver et dire, bon, ça ne nous concerne pas, juste vous calmer. Et après, ce qui se passe, se passe. Est-ce que le nouveau numéro, ça fait autre chose? Est-ce que c'est plus accentué? Est-ce que ça donne plus d'aide? C'est ça. Donc, ça, c'est ma première question. Je ne sais pas s'il faut la répondre avant de poser la deuxième. Oui, vas-y avec la deuxième aussi, c'est mieux. Bon, la deuxième, c'est que je voulais savoir quelle stratégie utilisez-vous actuellement lorsque vous êtes face à une situation de violence conjugale? Parce que lorsque une situation s'aggrave, on apprend toujours que la police a été impliquée à plusieurs reprises et puis des fois, ce qui arrive. Pourtant, la police était là à plusieurs reprises. Donc, c'est ça ma deuxième question. Merci. Excellent. Merci. Concernant la première question, c'est sûr que s'il y a de la violence, c'est toujours le 911, on peut pas prendre de chance dans le sens que nous, aussitôt qu'on a, comme je disais tantôt, aussitôt qu'on a un appel au 911 puis qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, qui est en danger ou que sa sécurité est compromise, on va lui répondre. Puis, comme je disais, on va arriver, on va faire une petite enquête, mais moindrement qu'on a un doute, on va procéder à l'arrestation de la personne. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est une chose. L'autre numéro, des fois, les gens ne sont pas certains, tu sais, il n'y a pas d'urgence immédiatement, mais la personne veut avoir de l'aide.
Il y a SOS violence conjugale. Je mettrai le numéro de téléphone et coordonnées dans le chat si vous voulez. Donc, il y a ce numéro-là où est-ce que les personnes peuvent appeler pour avoir des conseils puis se faire rediriger. Souvent, ils vont parler des intervenants, puis les intervenants vont leur proposer d'aller rencontrer des policiers. Donc, c'est ça. Puis, pour répondre à la deuxième question, c'est sûr que nous, on intervient, on procède à l'arrestation. Souvent, les gens ils vont être libérés avec des conditions. Puis là, il va y avoir des conditions de ne pas contacter la personne qui a été violentée. À partir de ce moment-là, si la personne brise ces conditions, ben, on peut procéder à son arrestation. Si c'est le cas, la personne va être arrêtée et amenée devant le juge. Mais je sais que des fois, il y a des personnes qui brisent les conditions, puis ça ne se termine pas bien, mais c'est vraiment quand on intervient aux policiers puis aux enquêteurs de juger quelles conditions aussi devrait devenir la personne pour qu'elle comparaisse directement devant le juge. Fait que c'est vraiment du cas par cas à l'officier de juger quand il libère la personne. C'est quoi les risques? Parce qu'on on a un document là, sur lequel on peut se référer qui est sur les risques homicidaires. Entre autres, donc, on évalue plein de choses. Puis quand on prend une plainte aussi, on a un document, une déclaration quand la personne veut porter plainte spécifique à la violence conjugale où est-ce qu'on va poser des questions vraiment particulières là, pour évaluer le risque. Donc, la violence conjugale est considérée comme un crime, hein? Oui? Non? Oui? Oui, absolument. Exact. Donc, je crois que c'est Lise qui vient après. Madame Lise qui vient après Sylvie? Merci. Moi aussi, j'ai 2 questions. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas porter plainte. J'aimerais connaître de l'agent des marais, c'est quoi le pourcentage de personnes qui même si les policiers vont sur les lieux, qui ne veulent pas porter plainte pour multiples raisons, puis si elle peut élaborer sur les raisons de ces personnes-là. Puis, j'aimerais savoir, quand ils vont sur les lieux, puis il y a vraiment de la violence, est-ce qu'ils vérifient si la personne a des armes? Oui, bien, pour répondre à votre première question, le pourcentage, je ne le connais pas. Mais c'est sûr que, comme je disais tantôt, aussitôt qu'on voit qu'il y a de la violence, qu'on suspecte qu'il y a de la violence, on va arrêter la personne qui est l'agresseur. Le dossier va s'en aller à la cour. Puis, si la personne dit, la victime dit, moi, je ne veux pas porter plainte, je ne veux pas porter plainte, mais elle devra aller à la cour s'expliquer devant le juge à savoir pourquoi elle veut retirer sa plainte. Fait que c'est vraiment la personne va devoir se présenter pour aller expliquer pourquoi. Puis à ce moment-là, le juge va évaluer les raisons pourquoi elle ne veut pas porter plainte. Donc, au niveau du pourcentage, je ne sais pas c'est quoi exactement. Les raisons pourquoi, il peut y avoir plein de raisons, tu sais, en raison des enfants, parce que c'est trop difficile, parce qu'ils voient ça trop gros pour faire les démarches pour s'en aller ailleurs. Souvent, c'est une question financière. Donc, il y a plein de raisons là, qui peuvent freiner une personne à porter plainte. Mais donc, c'est ça, mais je n'ai pas les pourcentages non plus là, au niveau de la. Merci beaucoup. Puis, est-ce que vous vérifiez si la personne est en possession d'armes, si elle a un permis d'armes? Oui. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias où est-ce qu'il y a eu le registre des armes à feu. Là, ils en ont parlé beaucoup dans les médias. On est en mesure de vérifier certaines informations encore dans notre système, certaines informations qui ne sont pas nécessairement mises à jour, là, mais oui, soit avec le nom ou avec l'adresse, on est capable de vérifier si la personne possède des armes. C'est quelque chose qu'on vérifie quand il y a des dossiers de violence conjugale. D'accord. Et c'est le tour de qui? Il y a Steve? Oui, j'ai aussi 2 questions. Je suis la lancée. Ma première question, c'est... on a parlé beaucoup il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes d'appeler, de demander de l'aide et tout. Mais en tant que témoin, est-ce que vous avez des conseils pour ces gens-là? Que ce soit quelqu'un qui entend, que ce soit quelqu'un qui se dit qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi la meilleure chose à faire pour eux? Et ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est aussi que il y a plusieurs histoires et plusieurs
ou même parfois, genre, j'ai des amis qui disent que c'est des fois écrit dans des bars ou des trucs comme ça, de sortes de codes. Que par exemple, quelqu'un appelle, il commande une pizza, mais comme c'est pas vraiment c'est un code secret pour dire en fait, OK, j'ai besoin d'aide. Ou bien au bar, justement, ça dit si tu commandes cette boisson, ça veut dire que t'es en besoin d'aide. Est-ce que vous avez comme des conseils ou des précisions pour ces codes-là, justement? Au niveau des témoins, là, ce que je suggère vraiment, c'est de faire le 911 ou de venir au poste pour le signaler, puis les policiers vont aller vérifier. Là. Si vous pensez que la personne est en danger immédiatement, c'est sûr de faire le 911. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, nous, on va faire des démarches. C'est certain, là, on ne laissera pas juste d'informations comme ça tomber dans l'oubli. On va la traiter, c'est sûr. Là. Peu importe le moyen que vous allez prendre pour la transmettre. Puis au niveau des codes, je sais que j'ai vu plusieurs choses passer aussi sur les réseaux sociaux, puis sur différentes plateformes. Il n'y a pas de code vraiment établi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la personne qui a besoin d'aide, si elle fait le 911, que ce soit avec son cellulaire, maintenant les gens ont plus de cellulaires que des lignes fixes à la maison, mais par exemple avec une ligne fixe, on fait le 911, on ne parle pas. Tantôt, je parlais que si nous, on avait un appel 911, on n'a pas le choix de rentrer pour aller vérifier l'état des personnes. Donc, si on a un appel 911 puis la personne ne parle pas, nous, on appelle ça un appel sans précision, bien, on va rentrer. On va prendre le moyen d'entrer dans la maison. Si la personne fait le 911 avec son cellulaire, il y a des moyens de localiser la personne avec les taux cellulaires puis de vérifier si la personne est en bon état. Fait que je ne pourrais pas vous dire au niveau des codes, tel code, parce qu'il n'y a rien que nous, on a préétabli pour ça. Là. Mais c'est sûr que si la personne fait le 911 ou demande de l'aide, puis via un témoin, on va toujours valider l'information puis aller vérifier. Parfait. Pour les témoins, alors, c'est appeler, peu importe qu'il y ait un petit doute. Le pire qui peut arriver, c'est qu'en fait, le meilleur, c'est qu'il n'y ait rien. Donc, juste appeler Exactement. quelque chose. Parfait. On aime mieux que les gens appellent puis qu'on a vérifié qu'il n'y ait rien, que les gens n'appellent pas puis qu'il y ait quelque chose. T'sais. Puis des fois, les gens disent « Ah, j'appelle pas le 911 », pas juste en matière de violence conjugale, mais pour d'autres raisons. « Ah non, moi, je ne veux pas appeler le 911, je ne veux pas vous déranger. » Non, mais c'est ça notre travail. On va aller vérifier. Ça ne coûte rien d'appeler. Nous, on aime mieux aller vérifier qu'il n'y ait rien, que les gens n'y appellent pas puis qu'il y ait vraiment quelque chose. OK. Super. Ça, c'est vraiment de belles informations. Sarah? Oui, Sarah, moi aussi, c'est ton tour. Oui, j'ai 2 questions. Justement, si vous avez un témoin qui dénonce une situation, puis vous arrivez là, puis les 2 personnes, la victime, exemple, ne veut pas dénoncer, mais vous êtes quand même douteux qu'il est possible d'avoir de la violence conjugale, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette intervention-là où vous avez juste des soupçons, pas nécessairement de preuves, puis le fait que vous faisiez une visite, justement, ça peut venir enrager l'agresseur, justement, quant à sa victime. Donc, je trouve que ça devient comme aussi un facteur de risque. Donc, je veux savoir c'est quoi les mesures qui sont prises quand il y a des soupçons sans nécessairement avoir de preuves. Puis, au niveau des interventions policières, tout à l'heure, on parlait de la formation. Je sais qu'il y a des fois des intervenants de la CAVAC, justement, qui sont présents quand il y a des violences conjugales. Je voulais savoir, est-ce que ils sont toujours présents? Est-ce qu'ils sont affiliés à des postes de police? C'est quoi l'intervention, en fait, la présence des intervenants de la CAVAC en lien avec la police de Montréal? Au niveau des appels, c'est sûr que, oui, ça peut faire 2 choses. Soit ça peut empirer la situation ou ça peut calmer la situation. C'est sûr que nous, si on a l'information à aller vérifier, on va y aller de façon... on n'arrivera pas là nécessairement en disant hey, on s'en vient parce qu'on pense qu'il y a de la violence conjugale. On va poser des questions plus subtiles pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment sur les lieux. Là. C'est sûr qu'on n'arrive pas là comme toc, à moins qu'il y ait une urgence. Là. Mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est juste une vérification, on va y aller de façon plus subtile. Puis au niveau de la CAVAC, eux sont associés à nous. Aussi, c'est vraiment dans tous les cas d'actes criminels. Là. Puis, il y a des intervenants de CAVAC qui travaillent avec nous, comme nous, au poste 13, avant, on en avait, qui travaillaient comme littéralement dans le poste. Maintenant, on n'en a plus, mais il y en a dans plusieurs postes du service de police. On a des intervenants de CAVAC aussi dans les centres d'enquête, puis dans les escouades spécialisées. Mais nous, à partir du moment où est-ce qu'on réfère quelqu'un à CAVAC, CAVAC va prendre la personne en charge. Mais oui, c'est déjà arrivé que moi, je me déplace pour
une violence conjugale, puis qu'à cause que la personne est avec moi au poste 13, on fasse des co-interventions. Naturellement, quand on se déplace en équipe, il faut être sûr qu'il n'y a pas de risque pour la personne de CAVAC, là, parce que c'est des personnes, c'est des civils. Mais oui, on peut se déplacer avec CAVAC sur les lieux. Merci beaucoup. Dana? Bonjour, donc moi j'avais deux questions qui vont un peu dans le même sens. Ma première question, c'est du moment où l'agresseur a purgé sa peine ou a subi les conséquences qui lui ont été imposées, c'est quoi la protection qui est offerte à la victime du moment où il est sorti ou même s'il a eu une peine ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui est fait pour protéger la victime? Et aussi, par rapport à l'agresseur aussi, est-ce que après, il est traité plus comme un criminel ou comme une personne qui a besoin d'aide parce que du moment où on les libère souvent, ils vont juste reprendre leurs mauvaises habitudes parce que le problème n'a pas été traité vu que c'est souvent quelque chose qui est intériorisé. Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent être imposées à l'agresseur comme aller rechercher de l'aide des intervenants, des psychologues et tout pour travailler sur ce problème de colère ou quoi que ce soit? La deuxième question. Deuxième question. Au niveau des Est-ce que c'était deux questions? Oui, la première question, c'était par rapport à la victime et ensuite la deuxième, c'était par rapport à l'agresseur. D'accord, merci. C'est sûr qu'au niveau de la victime, quand l'agresseur est libéré, souvent, il va être libéré avec des conditions. Donc, comme je disais tantôt, si cette personne a brisé des conditions, nous, on peut l'arrêter puis le ramener devant le juge. Mais c'est sûr que CAVAC va travailler beaucoup avec la victime pour lui dire, regarde, s'il y a quelque chose qui arrive, il faut faire le 911, il ne faut pas que tu ouvres la porte s'il y a quelqu'un qui arrive chez toi ou quoi que ce soit. Fait qu'on travaille dans ce sens-là pour les sensibiliser quand les personnes sont libérées. Puis au niveau des agresseurs, si par exemple on parle d'hommes, c'est ça, il y a des organismes qui existent. À Montréal, on a deux organismes avec qui on travaille le plus souvent. C'est l'organisme Progam pour les hommes qui veulent faire une thérapie de violence ou quoi que ce soit. Donc, on les réfère là. On leur offre de l'aide. Puis, tu sais, je pense que plus que ça va, plus que j'ose espérer qu'il va y avoir d'autres organismes, plus d'organismes, parce qu'on en a, il y a programme, il y a option. Donc, en espérant qu'il y ait plus d'organismes aussi qui se développent par rapport à ça. Mais oui, on a la possibilité de les référer pour qu'il y ait de l'aide, parce que ça arrive des fois que les hommes disent « je veux avoir de l'aide », puis ils vont chercher de l'aide, puis ça les aide beaucoup, là. Mais le truc, c'est parce que c'est vraiment rare les personnes qui vont aller chercher de l'aide, tandis que la majorité qui est déjà pour aller chercher cette aide, c'est parce qu'il a reconnu qu'il a un problème, tandis que beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils ne reconnaissent tout simplement pas qu'ils ont un problème. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'il y a possibilité de leur imposer cette aide-là? S'il y a de l'aide qui est imposée, ça ne sera pas au niveau des policiers, ça va être vraiment quand la personne va passer à la cour. C'est le juge qui va lui imposer de l'aide. Fait que, qui va lui mettre des conditions, par exemple, d'aller faire une thérapie pour la colère ou pour son agressivité. Donc, c'est vraiment au niveau de la cour là, que ça va être décidé. OK. Et aussi, tantôt, par rapport à ce qui se disait tantôt, lorsque justement les signes ne sont pas visibles, vu que c'est pas juste physique, la violence aussi psychologique. Et dans beaucoup de cas, c'est psychologique. Et aussi parmi les jeunes et tout ça, si, mettons, on remarque que notre ami, parce qu'il y a beaucoup de cas que je connais, des jeunes et tout qui vivent la violence psychologique dans leur relation. Mais elles ne veulent pas dénoncer, elles ne sont même pas au courant elles-mêmes qu'elles sont en train de vivre une violence psychologique. Mais dans ce cas-là, même si on fait affaire à la police, vu que les signes ne sont pas évidents, genre c'est quoi vraiment les démarches pour s'assurer qu'il y ait que quelque chose soit fait par rapport à cette situation-là, même si la personne ne veut pas le reconnaître ou veut juste pas dénoncer? C'est sûr que, comme je disais tantôt, on va faire certaines démarches dans l'enquête pour voir vraiment s'il y a ça.
On peut aussi, par exemple, si on n'est pas certain, puis la personne, par exemple, si votre ami, vous pensez que votre ami vit cette situation-là, il y a toujours possibilité aussi, comme nous, ça nous arrive souvent d'aller dans les écoles secondaires, rencontrer des jeunes pour leur expliquer. Tantôt, on disait qu'il y a beaucoup de violences conjugales au niveau des jeunes. On fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires. Plus ça va, plus on en fait beaucoup, là, donc on essaie que le message passe. C'est déjà arrivé dans le passé où est-ce que la fille ne voulait pas nécessairement porter plainte, mais on l'avait sur les caméras de l'école. Ça a été signalé par l'école, puis nous, on a procédé à l'arrestation de l'autre personne. Donc, aussitôt qu'on était vu dans une situation, là, aussitôt qu'on a le nom de la personne, ben, le nom des personnes impliquées, nous, à cause de la loi provinciale, on est obligé de faire quelque chose pour procéder à l'arrestation de l'autre personne, qu'il y ait minimalement une enquête pour voir qu'est-ce qu'il y a. OK. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question. On va laisser quelques minutes pour Joanne qui a envie de poser une question depuis longtemps. Oui, Dana, si tu as fini, tu peux baisser peut-être les mains si c'est correct. Là, ça fait une petite... Merci. Voilà, c'est bon. Oui, Dana, et je dis Dana. Ça va. Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'avez-vous besoin pour que le système fonctionne mieux? C'est quoi les manques à gagner dans le système au complet? Est-ce que vous avez des idées, des projets, des rêves là, dans un monde parfait? Là, comment ça fonctionnerait pour que tout ça s'enclenche et que ça aille mieux? D'après vous, dans votre travail? Ben, c'est sûr que la plus grande problématique qu'on rencontre, c'est justement, comme tantôt on dit, il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Fait que des fois, nous autres, la problématique qu'on rencontre au niveau de la violence conjugale, c'est vraiment d'aller rejoindre des gens. Donc, comment rejoindre ces gens-là? Puis, tu sais, on fait de la prévention au niveau des écoles secondaires, mais aussi, on va faire on va dans les cours de francisation parler des lois, donc on essaie de rejoindre les gens comme ça. Puis c'est sûr qu'on n'aura jamais assez de ressources. T'sais, là, Mme Zara qui est partie, là, ben, vous savez, vous travaillez avec elle conjointement sur la maison d'hébergement, donc on n'aura jamais assez de ressources. Plus on va avoir de ressources, mieux que ça va être. C'est ça, je pense que c'est ça la base. Comme tantôt je disais, on a des ressources au niveau des hommes, mais ils en ont parlé dernièrement dans les médias où est-ce qu'eux commencent à avoir aussi des attentes. Donc, c'est ça. Je dirais qu'au niveau des centres de femmes violentées, on passe avec violence conjugale qu'on appelle pour retrouver une place pour les héberger quand ils veulent aller dans un centre. Moi, de mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir eu de la difficulté à placer quelqu'un dans un centre. Heureusement, c'est sûr que parfois, ça ne sera pas nécessairement... des fois, la personne va se ramasser assez loin de chez elle. Mais moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de la difficulté de trouver une place. Mais c'est sûr que plus qu'on va avoir des ressources, mieux que ça va être. OK. Merci beaucoup. Et je crois qu'on parle de violence, mais on a oublié une bonne partie. Et il y a la violence intrafamiliale. Et là, ça inclut les enfants. Et quand il y a un problème, l'autre se retrouve dans un centre d'hébergement. C'est quoi le sort du mari et le sort des enfants, tout et tout. Comment? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu la procédure à ce niveau? Comment ça arrive? Parce que un enfant qui a grandi dans un environnement de violence conjugale va s'éternellement développer parce que ça fait partie de l'éducation. Ben, j'ai été éduquée comme ça, mes parents ont été violents tout le temps. Ben, du coup, ça va devenir une chaîne. Bon, elle va faire violence avec sa femme et ses enfants et puis ça continue. La source, la racine, elle est loin en ce qui concerne la violence. Qu'adviennent-ils de ces enfants-là? Moi, je crois que les enfants sont vraiment très exposés. On voit les enfants qui pleurent sur le chemin de l'école parce que la veille ou la nuit, il y a eu quelque chose entre papa et maman, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait? Surtout que quelqu'un de l'entourage de l'enfant, que ce soit l'école ou que ce soit les policiers ou que ce soit l'intervenant,
qui est mis au courant qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison, mais nous, on fait affaire avec la DPJ, on fait un signalement à la DPJ. Puis la DPJ va s'assurer que l'enfant est en sécurité. C'est déjà arrivé dans le passé où est-ce que on fait des signalements parce qu'on pense que l'enfant est exposé à la violence. Ben, en fait, à chaque fois qu'il y a une violence conjugale, on a l'obligation de dénoncer à la DPJ. Hein. Donc, pour qu'eux s'assurent que l'enfant soit dans un environnement sain. Là. Donc, si l'enfant rapporte ça à l'école, ben, les intervenants à l'école, nous, on va faire un signalement à la DPJ, puis ils peuvent être pris en charge par eux. OK, donc est-ce que c'est automatique? Je vais vous laisser faire le tour aussi tout à l'heure. Si on a un dossier de violence conjugale où est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, si on va sur un appel et il y a des enfants impliqués, c'est automatique qu'on va faire un rapport de violence conjugale puis un rapport de signalement DPJ en expliquant la situation auquel on a fait face en arrivant dans la famille. OK. Donc, il y a Sylvie qui voulait parler depuis longtemps. Oui, Martial, je voulais juste aussi attirer ton attention, je ne sais pas si ton attention ou notre attention. On a des questions dans le chat. Il y a des questions dans le chat et ma question et aussi... sur Facebook, oui, on peut aller, alors. Oui, des questions dans le chat dans Facebook. Donc, je voulais aussi savoir, sachant que la violence conjugale, Madame Desmarais, n'est pas seulement physique, quelles sont les preuves que vous souhaiteriez savoir pour savoir qu'un conjoint ou conjointe violenté, d'une manière ou d'une autre, a besoin pour bénéficier de l'aide, donc peut-être de la police ou de votre aide, appelons ça comme ça. Comme on a dit tantôt, ça ne se voit pas, mais quelles sont les preuves que vous pouvez... comme des fois on dit violence physique, elle a été battue, ça se voit, mais mentalement, psychologiquement, tout ça, ça ne voit pas et pourtant elle vit ça. C'est quoi les preuves que vous avez besoin de voir? Ben, c'est sûr que c'est toujours du cas par cas. Fait que je ne peux pas vous dire on a besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Fait que faut vraiment rencontrer la personne puis évaluer la situation. Mais comme dernièrement, ça m'est arrivé de me rencontrer, c'est sa travailleuse sociale qui l'a référé à moi. Puis en parlant avec elle, il y a eu son ex-conjoint ne s'est pas fait arrêter, mais ça ne s'entend pas bien dans cette situation-là. Puis me disant, ça fait plusieurs années que je le connais, puis j'ai certaines craintes, mais pas comme il n'y avait rien de concret. Donc, il y a quand même des rapports qui sont faits. Comme moi, dans ce cas-là, j'ai fait un rapport. Donc, c'est documenté. Mais il n'y a pas vraiment, je ne pourrais pas vraiment vous dire tel indice, tel indice, tel indice, parce que c'est vraiment du cas par cas que les policiers vont évaluer si effectivement il y a matière comme à arrêter l'autre partie ou pas. Là. Fait que c'est rien de définitif, c'est toujours du cas par cas. Est-ce qu'il est arrivé que la police réalise la carte de répartition des violences sur le territoire? Est-ce qu'on peut savoir, parce qu'il y a des zones, est-ce que c'est lié vraiment à un niveau économique? Quelque part, on peut voir à tel endroit est plus dangereux que l'autre, tel endroit. Est-ce qu'il y a des zones également comme ça pour la violence conjugale? Oui, absolument. Les données sont disponibles sur le site du SPVM. À chaque année, il y a un bilan annuel qui est fait, puis on a tous les chiffres par rapport à la criminalité, puis la criminalité en général, mais aussi tous les types de criminalité. Donc oui, ces chiffres-là sont disponibles sur le site du SPVM, mais malheureusement, je ne les ai pas avec moi ce matin. Puis est-ce que c'est lié à un facteur économique? Des fois, ça dépend beaucoup des secteurs, des quartiers et tout. Mais comme je dis, c'est souvent quand on a une population où est-ce qu'il y a plus de nouveaux arrivants, la problématique, c'est de rejoindre les gens à la maison. C'est pour ça que tantôt, je disais, souvent, on va passer par les enfants à l'école. Avant la pandémie, on avait la possibilité de présenter là, des pièces de théâtre où est-ce que les jeunes pouvaient voir c'est quoi la violence conjugale. Puis souvent, les gens disaient, oh boy, des fois, eux ne le vivaient pas, mais ils disaient, hey, je pense que ma mère est dans ce cycle-là. Donc, ça permettait de faire des interventions. Après la présentation, il y avait tout le temps des gens qui venaient nous voir pour nous parler. Mais aussi, quand je disais qu'on parlait des lois dans les classes de francisation,
Ça l'arrive aussi. On fait des présentations dans les classes de francisation. On parle de la violence conjugale, puis par la suite, il y a des gens qui se présentent pour faire des rapports. Fait que tranquillement, pas vite, mais c'est vraiment la problématique, c'est de rejoindre les gens. OK. Merci beaucoup. C'est vraiment édifiant. Steve va nous remonter les questions que nous avons dans le chat. Je n'arrive pas à les lire. Oui, vas-y. Ouais, là, dans le chat, ça a été mentionné surtout l'aspect employeur. Qu'est-ce que vous recommandez à un employeur qui a des doutes que son employé reçoit la violence conjugale ou est victime de violence conjugale? Et aussi, est-ce qu'il y a des employeurs qui vous contactent directement? Est-ce qu'il y a des employeurs qui nous contactent directement? J'essaie de voir, là. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que oui, parce que si le moindrement on a un doute, on peut appeler, faire un signalement, puis nous, comme je dis, on va aller vérifier. Que ce soit dans ce cas-là ou dans un autre cas de violence qui se passe, par exemple, comme avec les personnes âgées, moi, ce que je privilégie, c'est que essayer le plus possible de sortir la personne de son milieu puis de l'amener au poste pour que nous, on puisse avoir un contact direct avec la personne pour pouvoir lui expliquer un peu ce qu'il en est. Quand on sort la personne de son milieu puis on la déplace, ben, nous, on a plus accès, puis les intervenants ont plus accès à cette personne-là. Mais j'imagine que oui, c'est déjà arrivé. Moi, personnellement, non, là, que les employeurs nous contactent. Mais c'est ça. Sinon, comme je dis, SOS Violence Conjugale, qui sont là aussi pour donner des conseils si on n'est pas certain de ce qui se passe. Sinon, si les gens appellent au poste de quartier, il y a toujours une personne qui travaille au poste à l'accueil où est-ce que cette personne-là peut donner des conseils. Si c'est le jour, la semaine ou pendant nos heures de travail à nous, ben, nous aussi, comme je disais tantôt, la travailleuse sociale a dit à la madame, ben, elle va voir l'agence socio-communautaire, elle va pouvoir te parler, passer du temps avec toi pour voir ce qu'il y en est. Là. Donc, il y a plusieurs choses. Comme là, j'ai vu qu'on a mentionné ici plusieurs ressources, puis il y en a même certaines qu'on n'a sûrement pas mentionnées. Est-ce qu'il y a comme un site, une ressource, genre un endroit où vous recommandez les personnes d'aller pour avoir accès à toutes ces ressources ou toutes ces informations? Il y a le site de SPVM, il y a une section violence conjugale. Si on clique dessus, je ne pourrais pas vous dire le chemin exactement, mais il y a cet endroit-là où est-ce que toutes les ressources sont énumérées. Sinon, en matière de violence conjugale, ben, il y a le site internet de SOS Violence Conjugale, où est-ce qu'on va avoir toutes les ressources qui vont être là aussi. Donc, je vais les transmettre, le numéro de téléphone puis le site internet de SOS Violence Conjugale dans le chat. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Steve? Dans Facebook, ma soeur. Ouais, les autres questions Oui. sur Facebook, il y en a qu'on a justement touché un peu. Comme par exemple, dans le cas où l'agresseur ne voulait pas d'aide, on a parlé de la cour puis des différents services qui sont offerts aux agresseurs. OK. Donc, vous avez Oui? Je vais juste ajouter que aussi, on parle de CAVAC, SOS Violence Conjugale. Il y a toujours aussi une possibilité d'aller au CLSC. Là, on travaille vraiment en collaboration avec eux. Donc, est-ce qu'il y a assez de place aujourd'hui pour les femmes violentées? Vous voulez dire dans les centres d'hébergement? Oui. Ben non, comme je disais tantôt, on n'en aura jamais assez, je pense. Parce que, des fois, les gens sont de passage pendant une certaine période. Mais on le sait que des fois, ils vont revenir. Donc, d'après moi, on n'en aura jamais assez. C'est pas juste en violence conjugale, là, on parle de n'importe quel service. Là. Tantôt, je parlais des personnes âgées ou des hommes aussi qui ont des problèmes, qui veulent se faire aider. Ben, il n'y aura jamais assez de ressources. Parfait. Merci beaucoup. On a encore 5 minutes. On va laisser 1 minute à chacun pour un petit mot ou une petite question. Même s'il n'y a pas de réponse, ben, ça va être une suite pour peut-être un prochain événement. On commence par Fidèle. Fidèle vient d'arriver. Je ne sais pas si tu as pris à la volée, si tu as des questions. Fidèle, elle est responsable de la jeunesse BAI. Fidèle? Et vous avez encore les langues. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je suis là depuis et ma présence est juste pour vraiment assister la jeunesse qui est là parce que je suis responsable de la jeunesse, l'une des responsables parce que j'ai une collègue dans moi. Mais j'apprécie énormément
disons, le talk show de ce jour, parce que la violence conjugale, c'est quelque chose, comme on vient de le dire, qui mine tout le monde. Mais moi, ma question, c'est que, est-ce que la méthode qui est prise depuis pour pouvoir intervenir à ce genre de situation, est-ce que la police n'a pas la capacité d'utiliser d'autres méthodes pour pouvoir vraiment, parce que l'effet de construire des maisons d'hébergement et d'en parler tout le temps, mais on trouve toujours des menaces et beaucoup plus au niveau des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode que la police peut utiliser pour pouvoir essayer de sauver ce sujet-là? Merci. Merci. Madame Rachel. C'est sûr, comme je disais tantôt, il y a toujours les SOS violence conjugale ou CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, où est-ce que les gens peuvent être référés. Puis, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que aussitôt qu'on pense ou que la personne a été victime d'un acte criminel, que ce soit de violence conjugale ou autre, même si elle n'a pas fait de rapport à la police, elle peut toujours appeler CAVAC puis obtenir les services des intervenants. Donc, les intervenants vont écouter ce que la personne a à dire, puis peuvent la guider à partir de ce moment-là dans les bonnes ressources. Mais c'est sûr que nous, on encourage les gens à porter plainte. OK. Merci. Il y a Sarah? Oui, moi j'avais une petite question justement. Sachant que les maisons d'hébergement, les places sont saturées, exemple sur l'île de Montréal, c'est difficile de trouver des places. Lorsque vous rencontrez une victime de violence conjugale, puis vous lui proposez, exemple, un endroit en région, il y a plusieurs barrières qui sont soulevées, dont si la femme travaille à Montréal, si ses enfants sont scolarisés à Montréal et c'est de la violence intrafamiliale. Donc, au moment qu'il y a toutes ces barrières-là qui sont soulevées, puis qu'elle ne veut pas se déplacer en région, on sait aussi qu'une victime de violence conjugale, souvent l'agresseur fait en sorte qu'elle soit complètement isolée, donc elle n'a pas nécessairement de réseau autour d'elle. Donc, dans la mesure qu'elle n'ait pas la possibilité dans la région due à le contexte d'employabilité, de scolarisation de ses enfants, est-ce qu'elle reste dans son milieu familial? Tu sais, c'est quoi les interventions qui sont possibles si elle n'a pas les moyens de quitter l'île et qu'il n'y a pas de place disponible pour elle et sa famille? Ben, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va essayer. Vous savez, ben, on n'en a pas parlé, comme je dis, on pourrait en parler longtemps. Il y a toujours moyen, en matière de violence conjugale, par exemple, c'est sûr que c'est moins évident parce qu'il y a aussi une crise de logement, mais de briser un bail, relocaliser, ça, c'est une possibilité. Ou des fois, la personne peut rester là, puis selon les circonstances, le juge ou les enquêteurs vont émettre des conditions à l'agresseur pour pas qu'ils soient en contact avec la personne. Mais moi, je dirais que si c'est le cas, on va essayer de la relocaliser en essayant de trouver un logement, là, parce que c'est vraiment au niveau de la loi, on a le droit de briser un bail si la personne est victime de violence conjugale. OK, merci beaucoup. Merci. Dana, notre dernière intervenante. 1 minute. J'aimerais juste savoir par rapport aux fonds qui ont été pris par le gouvernement qui doivent être investis dans la lutte contre la violence conjugale, c'est où concrètement que cet argent-là va aller, puis c'est quoi les résultats qui sont attendus? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à ces résultats-là? Parce que souvent, lorsqu'il y a des problématiques comme ça, il y a tout le temps beaucoup d'argent qui est sorti par le gouvernement, mais après, on ne voit pas nécessairement on ne voit pas nécessairement les résultats qui ont été engendrés par ces investissements-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est quoi qui va se passer? Moi, je peux répondre. Je pourrais pas nécessairement répondre. Je n'ai pas pris connaissance de tout ce qui avait été mis dans ce plan-là. Peut-être que Mme Joanne a plus pris connaissance à cause du centre d'hébergement. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux répéter la question, Diana? Parce que je lisais dans le chat en même temps. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste savoir par rapport aux fonds qui ont été promis par le gouvernement pour être investis dans la lutte contre les violences conjugales, c'est où concrètement que cet argent-là doit aller, puis c'est quoi les résultats qui sont attendus? Et aussi, est-ce que vous pensez qu'avec cet argent, on va arriver à ces résultats-là? L'information que j'ai à date, c'est qu'il y a des fonds qui ont été débloqués dans la dernière semaine, dans les dernières 2 semaines, quand la 8e victime du féminicide il y a eu comme une espèce de consensus gouvernemental, sauf que le budget c'est a drop in a bucket, comme on dit en anglais là, ça serait une goutte d'eau dans un océan.
Et puis, la façon que l'argent est distribué en ce moment, c'est long, dans un processus très long. Je crois qu'il y a une équipe aussi, pas que je crois, il y a une équipe qui a été formée de femmes qui comprend la députée de Verdun, en tout cas, c'est un groupe de femmes de différents secteurs gouvernementales qui font un consensus ensemble pour vraiment travailler de pair pour que l'argent soit déployé le plus rapidement possible et dans les centres nécessaires, dans les lieux nécessaires exactement, comme un centre, une maison d'hébergement, dans les services extra à l'extérieur de tout ça. Alors, pour les détails, je ne suis pas très à jour encore. Je me plonge dans le projet en ce moment. Je m'éduque au fur et à mesure. Puis, la roue commence à tourner très rapidement autour de nous parce que le besoin est criant. Et puis, c'est en grosse demande. Alors, pour répondre à ta question, ça s'en vient, mais où exactement, puis à quelle vitesse, on n'est pas très clair, mais on sait que tout le monde nous écoute en ce moment. Maintenant, c'est passé à l'acte. C'est un petit peu plus difficile. Ben, puis, si je peux juste ajouter par rapport aux élus, là, c'est les élus de chaque parti qui ont uni leur force, dont Mme David, là, qui est députée dans la salle. Donc, peut-être qu'une prochaine fois, ça serait pertinent d'inviter Mme David. Je n'y ai pas pensé du tout quand vous avez prévu cette réunion-là. Mais donc, c'est ça. Je sais que même avant tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, ils s'étaient unis chaque parti pour unir leurs forces pour ça. Merci, merci beaucoup. Merci, Madame Rachel. J'espère que vous n'êtes pas fatiguée. On vous a épuisé, hein? Donc, et merci à Joanne. Et merci Sarah, merci également à tous les membres du BAI. Et nous avons fait 1 heure sans nous en rendre compte. Hein. Vous savez, le temps, ça passe très, très, très vite. Et on peut juste retenir que la violence conjugale, c'est quelque chose qui existe et qui est réel dans notre environnement. Même si les ressources ne sont pas encore suffisantes, il faut quand même dénoncer, il faut signaler, il faut aller aider celui qui a besoin de l'aide. Et cette personne peut être un enfant, peut être une femme, il peut être également un homme, ça peut être également une personne âgée. Et donc, quelle que soit la forme que cela prend, c'est toujours bon de le prévenir parce qu'il y a des ressources qui existent à tous les niveaux pour celui-là. Et la police est vraiment l'endroit le mieux indiqué pour faire des signalements. Je pense que c'est ça. Je vous remercie vraiment pour avoir mis tout ce temps et je vous souhaite de passer une belle journée de samedi. Et je pense que dehors, il y a un beau soleil qui est en train de pointer à l'horizon. Et profitez-en et on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci.